Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était un après-midi morne à Londres, du genre à inciter même les mondains les plus dévoués à abandonner leurs promenades oisives dans Mayfair en faveur de fauteuils moelleux et de thé bien infusé. Et cela n'était nulle part plus facile à trouver que dans le salon de l'hôtel Savoy, où Hercule Poirot et moi étions actuellement assis, profitant du confort chaleureux d'une conversation civilisée et de sandwichs au concombre. Poirot, comme toujours, était impeccable. Pas un seul fil de son costume, 3 pièces gris, n'osait se désaligner. Il était à l'étranger depuis quelques semaines, consultant sur un sujet particulièrement délicat à Monte-Carlo, même si je soupçonnais qu'il était davantage attiré par l'air marin et l'occasion de faire la leçon aux policiers locaux. « Je ne comprends pas », dit-il en sirotant délicatement une tasse de porcelaine. « Pourquoi les Anglais sont si fiers de la pluie? C'est mélancolique, non? Le ciel pleure et tout le monde applaudit. » J'ai ri. « Vous êtes moché de retour depuis à peine 2 heures, et vous avez déjà insulté le temps, le thé et l'état des lacets britanniques. » J'observe simplement, Hastings. Les Anglais sont un peuple aux habitudes particulières, mais on ne peut nier, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil au présentoir à gâteaux, qu'ils savaient comment construire un scone satisfaisant. À ce moment, un serveur passa avec un nouvel exemplaire du Gazette quotidienne. Je l'ai pris par habitude et me suis tourné vers la rubrique Société, mon œil immédiatement attiré par un titre imprimé en caractères gras et théâtraux. « Eh bien, c'est riche, » marmonnai-je. « Écoutez ceci, Poirot. L'héritière traquée par les hallucinations. » Poirot haussa un seul sourcil. « Ah !» dit-il en posant sa tasse sur sa soucoupe avec précision. « Maintenant, tu as mon intérêt, mon ami. » J'ai lu à haute voix dans la chronique, m'attendant à moitié à ce que Poirot se moque de dégoût, mais il laisse rester inhabituellement immobile. « Lady Iris Colville, dis-je, héritière de la fortune maritime de Wyndham, prétend avoir vu le visage d'un homme dans son miroir, pas une fois, mais à plusieurs reprises. Le piège, personne d'autre ne le voit. Ses serviteurs croient qu'elle l'imagine. Certains disent encore même qu'elle perd la tête. »« Un récit familier, » murmura Poirot. « Une jeune femme isolée, entourée de ceux qui doutent d'elle, c'est le cadre idéal pour une tragédie ou une tromperie. » Je lui ai jeté un coup d'œil sur le journal. « Vous pensez que c'est un canular? » « Pas. Je ne réfléchis pas encore, Hastings. J'écoute. Je comprends. On ne tire pas de conclusion hâtive, n'est-ce pas? » J'ai tourné la page. Apparemment, Elabel a été vue quittant Londres pour rester dans sa propriété de campagne, Wyndham Hall. Le médecin de famille a été convoqué. Son fiancé est gravement inquiet. Aucune mention du fait qu'elle voit toujours la silhouette mystérieuse. « Wyndham Hall », répéta lentement Poirot. « Je crois que j'ai déjà participé à une affaire impliquant un colonel Wyndham. Ce n'est pas une famille joyeuse. Que pensez-vous qu'elle a vu ?» Il croisa les bras. « La question, Hastings, n'est pas de savoir ce qu'elle a vu, mais ce qu'elle croit avoir vu. Là est le mystère. » Ses yeux brillaient de cette satisfaction tranquille que j'en étais venu à associer aux premières étapes d'une enquête. Il ne l'avait peut-être pas admis, mais il était devenu accro. Je ne savais pas qu'avant que l'horloge ne sonne l'heure, le mystère viendrait frapper à notre porte. Elle est arrivée comme interpellée par la nature même de notre conversation. Le garçon venait de débarrasser le service à thé lorsqu'une jeune femme, vêtue de laine bleue marine et enveloppée de soie,
apparut sur le seuil du salon. Elle scruta la pièce avec des yeux anxieux, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur Poirot. Puis, d'un pas rapide et incertain, elle s'approcha. « Monsieur Poirot ?» demanda-t-elle d'un ton haletant, même si sa voix était raffinée. « Puis-je vous parler ? C'est urgent. » Poirot se leva aussitôt et s'inclina doucement. « Mademoiselle, mais bien sûr, puis-je vous présenter mon estimé ami, le capitaine Hastings ?» Elle hocha poliment la tête, mais son attention était ailleurs. Ses yeux se tournèrent nerveusement vers les fenêtres, comme si elle craignait d'être suivie. Nous l'avons assise à notre table et Poirot nous a fait discrètement signe de demander plus de thé. Elle refusa en secouant la tête, puis serra fermement ses mains gantées sur ses genoux. « Je m'appelle Iris Colville », a-t-elle déclaré. « J'ai peur d'être venue vers vous en désespoir de cause. Vous avez peut-être entendu parler de moi dans les journaux. » Poirot incline gravement la tête. « Le miroir, mademoiselle ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, légèrement, et je vis ses épaules se serrer. « Oui, » murmura-t-elle, « mais ils pensent tous que je suis fou. Et qu'en pensez-vous, mademoiselle ?» Elle hésita. « Je le vois. Pas toujours, mais assez. Un homme, grand, pâle, immobile. Il est là, dans le miroir de ma loge à Wyndham Hall. Je me retourne et il n'y a personne. Mais je sais ce que j'ai vu. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Et quand apparaît-il ? Quand je suis seul. » Il se pencha en arrière. « Vous avez raison de venir, Lady Colville. Car si ce que vous dites est vrai, ce n'est pas de la folie, c'est un avertissement. » Et c'est ainsi que l'affaire du miroir avait commencé. Lady Colville baissa la voix, alors qu'elle se penchait en avant, ses doigts gantés toujours étroitement liés sur ses genoux. « Cela a commencé il y a 6 semaines, » dit-elle. « Au début, je pensais que c'était simplement du stress. J'avais été stressée, affaires familiales, préparatifs du mariage, discussions financières, des choses fastidieuses. Et puis un soir, alors que je me brossais les cheveux, je l'ai vu. »« Décrivez-le, s'il vous plaît, » dit doucement Poirot. Ses yeux ne rencontrèrent pas les siens. Il reste très immobile, pâle, comme s'il était fait au clair de lune. Ses traits sont aiguisés, voire cruels. Mais il ne bouge jamais. Il se contente de me regarder, directement sur moi, à travers la vitre. « Et quand tu te retournes ?» j'ai demandé. « Il n'y a personne, à chaque fois. » Poirot hocha lentement la tête, les doigts serrés. « Et cela ne se produit que dans un seul miroir. » « Oui, dans le dressing attenant à ma chambre. C'est un long miroir encastré dans le mur, victorien, orné. Je l'ai fait enlever, remplacer, même recouvrir. Et pourtant, il revient. Pas tous les soirs, mais assez souvent pour que j'aie peur de regarder. »« C'est arrivé ailleurs ?» demanda Poirot. « Jamais. Seulement cette pièce, seulement ce miroir. Et votre fiancé, Monsieur Treville, il n'a rien vu. »« Non, » répondit-elle, une ombre passant sur son visage. « Il pense que je suis sous tension. Peut-être que je le suis, mais je sais ce que j'ai vu. » Poirot se pencha en avant, le ton plus bas. « Lady Colville, est-ce que vous reconnaître cet homme ?» Il y eut une longue pause. « Je pense que je devrais le faire. Il y a quelque chose de familier, mais je n'arrive pas à le situer. » Poirot se rassit. « Pas de folie, mademoiselle, réflexion, de l'esprit, et peut-être de quelque chose de plus. » Je lui ai jeté un coup d'œil. « Tu ne crois pas qu'elle l'imagine ?» Poirot haussa un sourcil. « Mon ami, l'esprit peut jouer des tours, mais ceux qui ont des raisons de tromper aussi peuvent le faire aussi. »« J'ai demandé au médecin de famille de me rendre visite, » dit Lady Colville, hésitante. « Mais j'ai peur qu'ils fassent ce qu'ils ont fait à ma mère, prescrire des sédatifs et appeler cela des nerfs. »
Tu crois que ta mère a souffert de quelque chose de similaire? Demanda Poirot. Elle a vu des choses aussi, a-t-elle répondu. Tout le monde pensait qu'elle était folle. Ils l'ont enfermée jusqu'à ce qu'elle meure. Il y eut un silence lourd et inconfortable. Il serait sage de chercher de l'aide ailleurs, a déclaré Poirot. Je t'accompagnerai à Windham Hall. Nous nous regarderons ensemble dans ton miroir, n'est-ce pas? Elle cligna des yeux. Tu viendras? Mais bien sûr, dit-il. Vous êtes en détresse, mademoiselle, et je ne crois pas qu'il faille considérer la détresse comme une illusion. Je dois voir le verre qui révèle de tels fantômes. Je me suis déplacé sur ma chaise. Poirot, nous n'avons sûrement pas besoin de nous promener dans la campagne pour une réflexion vacillante. Cela ressemble à un cas classique de... Poirot me fit un signe du doigt. « Ah, Hastings, vous pensez, mais vous ne le faites pas observer. Nous avons une femme qui a peur, un miroir avec mémoire, un mystère de l'esprit. Et là où il y a un esprit, mon ami, il y a un motif. » Lady Colville offrit un sourire fragile. « Merci, monsieur Poirot. Vous pouvez nous attendre demain soir, dit-il avec grandeur, et nous verrons quel secret le miroir a gardé. » Alors que Lady Colville se levait pour partir, visiblement plus légère suite à notre conversation, un portier de l'hôtel s'approcha avec un plateau en argent, portant un seul télégramme. « Pour vous, mademoiselle, » dit-il. Elle le remercia poliment, puis déplia le bordereau avec des doigts légèrement tremblants. J'ai regardé ses yeux s'écarquiller. La couleur de ses joues disparut, et elle expira lentement, comme pour ne pas crier. Poirot se leva vivement. « Mademoiselle ?» Elle baissa le télégramme. Cela se reproduit. « Qu'est-ce que ça dit ?» ai-je demandé en me levant à moitié de ma chaise. Elle l'a tendu. 5 mots simples étaient écrits en lettres majuscules découpées. « Il vous surveille à nouveau. » L'expression de Poirot devint grave. « Qui savait que tu étais ici ?» il a demandé. « Personne, seulement ma femme de chambre. » Poirot plia le bordereau et le plaça dans sa poche de poitrine. « Alors, mademoiselle, dit-il doucement, le miroir n'est pas la seule chose dans laquelle quelqu'un regarde. Nous devons partir immédiatement pour Windham Hall. » Nous arrivâmes à Windham Hall le lendemain soir, sous un ciel strié des couleurs meurtries du crépuscule. La promenade sur le long chemin de gravier ressemblait à une entrée dans un autre monde. Un monde de fenêtres aux volets fermés, de haies étroitement enroulées et d'ombres qui semblaient se pencher pour écouter. Je ne pus m'empêcher de réprimer un frisson, même si je ne pouvais pas vraiment dire si c'était dû au froid ou à quelque chose de plus subtil. Le manoir lui-même était vaste, son architecture mêlant ostentation victorienne et austérité édouardienne. Elle avait l'air d'une maison trop fière pour admettre qu'elle était en train de disparaître. De hautes fenêtres regardèrent fixement le parc, et le lierre s'enroulait de manière possessive autour de la pierre, comme s'il refusait lui aussi d'abandonner le passé. « Charmant », murmurai-je, dans un style gothique. Poirot, sortant à côté de moi, inspecta la façade d'un œil critique. C'est une maison qui se souvient, Hastings, et peut-être une maison qui ressent du ressentiment. Nous avons été accueillis, aux grandes portes en chêne, par un majordome austère qui s'est présenté comme Collins. Il nous a conduits à travers un long couloir, bordé de portraits, à l'huile délavée, et dans un salon aux lourds rideaux et au silence plus lourd. Lady Colville nous attendait, son sang-froid quelque peu retrouvé, mais portant toujours le poids de regards invisibles. Elle nous a salués poliment et nous a fait signe de nous asseoir. « Il y a quelque chose qui ne va pas ici, » murmura-t-elle une fois Collins retiré. Tout le monde regarde, mais personne n'en parle. Poirot hocha la tête. Il soupçonne la folie, peut-être, ou quelque chose de pire.
Mais la peur, mademoiselle, elle laisse ses empreintes, sur les mots, sur les regards, même dans le silence. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, avec inquiétude. L'air du Wyndham Hall était chargé de non-dits, et Poirot, je le voyais, avait déjà commencé ses recherches. Au cours de l'heure suivante, nous avons été présentés, formellement bien sûr, aux différents résidents et invités de Wyndham Hall. Chacun a fait une impression, mais pas toujours favorable. D'abord, il y avait Sir Lionel Colville, l'oncle d'Iris, et chef de famille de facto. Grand homme d'une 60aine d'années, aux larges épaules, il avait l'expression d'un homme perpétuellement déçu par son entourage. Sa poignée de main était ferme, son ton sec. « Vous ne trouverez rien d'extraordinaire ici, Poirot, » dit-il, avant même que les présentations formelles ne soient terminées. Ma nièce est malade, émotive, vous comprenez? Poirot incline simplement la tête. Ah mais bien sûr, même si parfois, monsieur, c'est la maison qui rend malade l'occupant. Puis il y eut Madeleine Gray, la femme de chambre personnelle d'Iris. Une femme calme, semblable à un oiseau, avec des yeux plus brillants qu'ils ne le paraissaient. Elle fit une révérence rapide et offrit à peine plus qu'un murmure de salutation. « Elle est avec moi depuis que je suis petite », a déclaré Iris plus tard. « Elle est loyale, je pense. » J'ai noté l'hésitation. Édouard Tréville, le fiancé d'Iris, était un homme sculpté dans le marbre. Il était impeccablement habillé, mais froid. Son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et il parlait avec la lente précision de quelqu'un mesurant soigneusement chaque mot. « Iris est sous pression », a-t-il déclaré. Cette vision d'elle, ce n'est probablement rien d'autre que de la fatigue. Vous devez comprendre la pression d'un engagement public, monsieur Poirot. Poirot eut un petit sourire. Ah oui, la pression du cœur, et le poids des secrets, peut-être. Édouard cligna des yeux, mais ne dit rien. Puis vint docteur Félix Moreau, un homme mince aux cheveux noirs, présenté comme un ami de la famille et un psychiatre. Sa présence m'a paru étrangement pratique, même si personne ne l'a mis en doute. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et quand il parlait, son accent français avait une qualité particulière, pas parisienne, mais autre chose. « Vous vous êtes déjà rencontrés ?» demanda Poirot avec intérêt. « Non », a répondu le docteur Moreau avec un léger sourire. « Mais j'ai lu votre travail, monsieur Poirot. Je suis honoré de vous observer. Alors, observe attentivement, mon ami, » murmura Poirot. Finalement, il y avait Béatrice Lawson, un cousin d'Iris, qui avait été pressenti pour hériter du domaine Wyndham avant l'importance inattendue d'Iris. Elle était tout sourire et barbe subtile. « J'espère qu'Iris se rétablira, » dit-elle gentiment. « Ces épisodes sont terriblement gênants pour tout le monde. » Poirot haussa un sourcil mais ne dit rien. Pour ma part, j'avais vu des chats faire preuve de plus de sincérité. 5 individus, 5 relations avec la victime. Et, comme Poirot le dira plus tard, 5 ombres projetées par le même miroir. Le dressing était situé juste au-delà de la chambre de Lady Colville, une chambre doucement éclairée avec du papier peint ivoire, une armoire française et des chaises rembourrées de velours. Mais le point focal, incontournable et dominant, était le miroir. Il était grand et encadré de dorures, encastré dans le mur comme s'il avait poussé là, une grande relique ancienne d'un siècle antérieur. Sa surface brillait sans défaut, et pourtant, elle semblait détenir une qualité que je ne pouvais décrire que comme vigilante. Poirot s'approcha avec délicatesse, comme un prêtre s'approchant d'un autel. Il examina les bords avec un doigt ganté, inspectant le périmètre du mur, le sol en dessous, et même le motif du papier peint. Il tapota légèrement le verre, écoutant.
Pas de charnière trompeuse, murmura-t-il. Pas de niche creuse, pas de latte, pas de panneau coulissant. Très bien. Et pourtant, il recula. Que vois-tu, Hastings? Je me suis regardé dans le miroir. Nous, rien de plus. Exactement, a déclaré Poirot. Et pourtant la dame, elle voit un inconnu, un homme qui n'est pas là. Iris, assise sur la chaise voisine, parlait doucement. Il était encore là hier soir. Je n'ai pas dormi. Je suis resté près du feu jusqu'au matin. Poirot hocha solennellement la tête. Et cette apparition, toujours le même homme. Oui, toujours. Poirot fit à nouveau le tour de la pièce, puis s'agenouilla et inspecta le petit foyer. Il n'y a aucune entrée pratique, aucune ombre projetée par la lumière d'un couloir, aucun accès par les moyens habituels. Alors qu'en penses-tu? J'ai demandé. Poirot se leva. Que l'esprit est un miroir, Hastings, et quand il reflète la peur, il ne reflète pas la vérité, mais la mémoire. Tu penses qu'elle le connaît? Je pense, répondit Poirot, que quelque chose dans cette pièce lui fait se souvenir, et lui fait craindre ce dont elle se souvient. Cela, mon ami, est plus dangereux que n'importe quel passage secret. Il était minuit passé lorsque j'ai été réveillé par un son des plus épouvantables, le cri d'une femme, aigu et soudain, de ceux qui glacent le sang avant que l'esprit puisse réagir. En quelques secondes, toute la maisonnée s'était réveillée. Des pas fracassaient sur le palier supérieur. Une servante pleurait dans le couloir, et Poirot, déjà habillé, se déplaçait avec une vitesse étonnante. Nous sommes arrivés à la suite de Lady Colville et avons trouvé la porte de la chambre verrouillée de l'intérieur. « Décomposez-le », ordonna Poirot. « Vite !» Sir Lionel et Edward se rapprochèrent. La porte a cédé avec fracas, et nous nous sommes figés. Lady Colville gisait effondrée devant le miroir brisé, sa robe de chambre ivoire trempée de sang. Une brosse à cheveux avait roulé sur le côté, et près de sa main se trouvait un morceau de papier froissé. Le miroir lui-même était fissuré au centre, des éclats déchiquetés s'étalant comme des veines sur sa surface. Le docteur Moreau s'est agenouillé pour vérifier son pouls, mais a secoué la tête. « Elle est partie », dit-il doucement. Poirot restait parfaitement immobile. Puis, avec révérence, il se dirigea vers le billet et le ramassa avec un mouchoir. Il le lut à haute voix. Il est passé à travers le miroir. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Madeleine fondit en larmes. Edward avait l'air frappé. Sir Lionel se détourna en marmonnant des propos de folie. « Elle était verrouillée de l'intérieur », dit Béatrice d'une voix faible. « Comment est-ce possible ?»« Il n'y a pas de fenêtre de sortie, » ai-je ajouté. « Et pas de porte cachée, nous avons déjà vérifié. » Poirot s'agenouilla près du verre brisé et regarda à l'intérieur. Un message écrit non pas pour la police, mais pour moi, Hastings. Elle savait que ce n'était pas une illusion. Mais comment quelqu'un aurait-il pu entrer? C'est cela, dit gravement Poirot. C'est ce que nous devons découvrir. Une pièce verrouillée n'est pas une preuve d'innocence, seulement d'intelligence. Il se tourna vers les autres. Personne ne doit quitter la maison, pas avant d'avoir parlé à chacun de vous, un par un. Et tandis que le soleil se levait dehors, froid et pâle, il frappa le miroir brisé avec une lueur d'ironie, comme si la maison elle-même avait été témoin du crime et refusait maintenant de l'oublier. La maison remuait avec une énergie inquiète lorsque Poirot commençait ses entretiens. Le salon avait été transformé en une sorte de tribunal informel, avec Poirot assis comme un juge derrière un petit bureau, et moi perché à proximité, un stylo à la main. Le personnel fit venir chaque membre de la maison un par un, et Poirot, toujours méthodique, posa les mêmes questions à chacun.
Où étiez-vous hier soir entre 10 heures et minuit? Qui peut vérifier cela? Et avez-vous entendu ou vu quelque chose d'inhabituel? Monsieur Lionel. J'étais à la bibliothèque, en train de lire un volume d'histoire navale, entre autres choses. Mon domestique m'a apporté mon thé à 10h30 précises, déclara-t-il. Il confirmera que j'étais seul. Je n'ai quitté la pièce qu'après le cri. Poirot hocha la tête mais ne dit rien. Madeleine, en larmes et visiblement secouée, a affirmé avoir pris sa retraite anticipée. Je n'ai rien entendu jusqu'à ce que les autres soient déjà rassemblés dans le hall, renifla-t-elle. Lady Colville m'a renvoyé vers 9h30. Poirot lui tendit un mouchoir propre. « Merci, mademoiselle. » Édouard Tréville a affirmé avoir été dans la salle de billard, avec l'avocat de Sir Lionel, M. Esquette, venu pour un court séjour. Ce détail, au moins, a été confirmé par Collins, le majordome. « Je n'avais aucune raison de surveiller Iris, » dit froidement Edward. Elle a été distante toute la soirée. Béatrice a affirmé qu'elle écrivait des lettres dans sa chambre. La femme de chambre a confirmé qu'elle avait livré une tasse de thé à la camomille, à 10h moins le quart, et l'a trouvée encore en train d'écrire lorsqu'elle est revenue chercher la tasse juste avant minuit. Et puis, il y a eu Docteur Moreau. J'étais dans le salon, en train de lire, dit-il doucement. Seul, j'ai peur, mais je peux affirmer avec certitude qu'aucun des invités n'est passé devant ma porte. C'était très calme jusqu'au cri. Tous les alibis s'alignent trop bien, murmurai-je plus tard à Poirot. Ah, mon ami, dit-il doucement, quand les filles sont trop serrées, il faut chercher la main qui les a tendues. Béatrice Lawson revint pour une seconde conversation, cette fois avec beaucoup moins de charme. Quelque chose dans ses yeux avait changé. Le ressentiment couvait juste sous la surface. « Ce n'est un secret pour personne que je lui en voulais, » dit-elle brusquement, avant que Poirot ne pose une seule question. « J'étais censé hériter de cette maison, cette terre. Iris n'a jamais été destinée à cela. Parce qu'elle était plus jeune, » demanda doucement Poirot. « Parce qu'elle était instable, » répondit catégoriquement Béatrice. Même enfant, elle était étrange, rêveuse, trop sensible. Et pourtant elle a hérité. Parce qu'elle savait sourire aux bonnes personnes, oncle Lionel a changé le testament l'année même où Iris a fait son entrée dans la société. Poirot croisa les doigts. Et vous, qu'avez-vous ressenti, mademoiselle, lorsque vous avez lu dans les journaux ces visions? La bouche de Béatrice se courba amèrement. Je me suis senti justifié, mais pas meurtrier. Elle soutenait son regard. Je ne lui aurais pas fait de mal. Je voulais qu'elle soit humiliée, oui, retirée du domaine, peut-être, mais pas tuée. Pourtant, dit Poirot, vous aviez le mobile. Et dans les crimes successoraux, mademoiselle, les mobiles sont très convaincants. J'ai écrit des lettres toute la soirée, a-t-elle lancé. Demandez à la femme de chambre. Nous l'avons fait, dis-je. Béatrice se leva brusquement. Alors tu sauras que je n'ai rien à voir avec ça. Alors qu'elle sortait en trombe, Poirot restait immobile, les doigts serrés l'un contre l'autre. Elle ment, murmurai-je. Non, répondit Poirot. Elle ne ment pas, mais elle omet, ce qui est bien plus révélateur. Le docteur Félix Moreau était assis, une jambe croisée sur l'autre, toujours aussi calme, les mains soigneusement jointes sur son genou. De tous ceux qui se trouvaient dans la maison, c'était lui qui semblait le moins perturbé par le meurtre. Elle était fragile, dit-il calmement, émotionnellement fragile. J'en ai pris note presque immédiatement. « Vous êtes ici depuis combien de temps ?» demanda Poirot. « 3 jours. Et pourtant, vous étiez sûr de pouvoir diagnostiquer l'état mental de Lady Colville ? » « Je suis formé au modèle, a-t-il déclaré. Indices comportementaux.
Lady Colville montrait des signes de paranoïa, des hallucinations enracinées dans un traumatisme non résolu, un cas d'école. Vous pensez que sa mort était un suicide? Elle a été retrouvée seule, dans une pièce fermée à clé, avec une note suggérant une hallucination. Ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose se produisait. La moustache de Poirot se contracta. Et pourtant, la note dit « Il est passé à travers le miroir ». Cela implique une personne, pas une illusion. Le docteur Moreau eut un léger sourire. Les délires prennent souvent la forme de quelque chose, ou de quelqu'un, auquel nous ne pouvons pas faire face. « Pratique », murmurai-je. « En effet, » répondit Poirot. « Et pourtant, docteur, je trouve étrange que vous ayez été invité ici avec tant de hâte. J'ai été recommandé par une connaissance commune de Sieur Lionel. »« Je vois, » dit doucement Poirot. « Et pourtant, je n'ai trouvé aucun nom de ce genre dans la correspondance de Sieur Lionel. » Le sourire du docteur Moreau ne faiblit pas, mais ses doigts se resserrèrent légèrement sur son genou. « Une petite omission, dit-il, facilement clarifiée. « Oui, » murmura Poirot, « mais ce sont souvent les plus petites omissions qui cachent les vérités les plus profondes. » C'était l'une des plus jeunes femmes de chambre, une chose timide nommée Elsie, qui s'est approchée de Hastings et de moi dans le couloir cet après-midi-là, serrant son tablier et ayant l'air complètement, comme si elle s'attendait à être grondée. « Monsieur ?» murmura-t-elle. « Je n'ai rien dit plus tôt parce que je ne voulais pas de problème, mais j'ai entendu Lady Iris se disputer. »« Argumenter ?» J'ai fait écho. « Avec qui ?»« Avec Monsieur Treville, monsieur. Tard, juste après 10 heures, dans sa loge. » Poirot, qui était apparu derrière moi comme un fantôme, hocha la tête d'un air encourageant. « Qu'avez-vous entendu, mademoiselle ?» Des voix, élevées. Je ne pouvais pas distinguer grand-chose, juste elle disant quelque chose à propos de « tu vas le regretter » et lui disant qu'elle était hystérique. Le regard de Poirot s'assombrit. « Merci, c'est très utile. » Il s'est tourné vers moi alors qu'elle s'enfuyait. « Allons rendre visite au vestiaire. Hein, Hastings ?» La pièce n'avait pas été touchée depuis le matin. Le miroir brisé avait été soigneusement recouvert d'un tissu par le personnel. Poirot, cependant, n'était pas intéressé par le verre cette fois. Au lieu de cela, il s'agenouilla près du bord de l'âtre et commença à tapoter le long de la plainte. « Poirot, dis-je, le meurtrier ne s'est sûrement pas échappé par une cheminée. Non, non, je ne cherche pas des issues, mais des secrets. » Avec une détermination soudaine, il appuya sur un petit carreau légèrement décoloré près du lavabo. Il y eut un évanouissement cliqué et un compartiment ouvert, à peine assez grand pour contenir un livre ou une petite boîte, ou, dans ce cas, une clé en laiton. Poirot le récupéra avec des pincettes et l'étudia. « Intéressant, » murmura-t-il. « Une clé de quoi ? Cela, nous devons le déterminer. Mais remarquez, il n'y a pas de poussière. Elle a été cachée récemment. Ce n'est pas quelque chose d'oublié depuis longtemps. » Il se tourna, les yeux brillants. « Maintenant, mon ami, il faut reparler à Monsieur Tréville. » Poirot, toujours amoureux de l'ordre et de la routine, avait choisi la salle du matin pour ses entretiens, une pièce lumineuse donnant sur les jardins de l'Est. Le temps était gris et maussade, mais Poirot insista pour garder les rideaux complètement tirés. Pour révéler la vérité, a-t-il fait remarquer, il faut aussi laisser entrer la lumière. Il a commencé par Monsieur Lionel, qui arriva avec raideur, comme s'il avait supporté l'entretien par obligation, plutôt que par intérêt. « Vous comprenez ?» grommela Sir Lionel. « Je n'ai aucune envie de participer à ce mélodrame. » Poirot pencha la tête. « Et pourtant, monsieur, vous en faites déjà partie. Vous habitez ici. Vous avez profité, ne serait-ce que temporairement,
de la disparition de votre nièce. Iris n'était pas saine d'esprit, a-t-il déclaré. Un danger pour elle-même, peut-être pour les autres. Poirot laissa les mots en suspens avant de passer à Madeleine, qui était assise, les mains jointes sur ses genoux, les yeux brillants. « Vous teniez profondément à Lady Colville, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. « Elle a seule été gentille avec moi, » dit Madeleine, bien que différent. Ces dernières semaines, elle était plus distraite, souvent effrayée. A-t-elle parlé de quelqu'un qu'elle craignait? Madeleine hésita. Pas de nom. Mais une fois, elle a dit « Le passé n'a jamais vraiment disparu, n'est-ce pas ?» Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Non, mademoiselle, cela ne l'est jamais. » Édouard Tréville fut le suivant, son expression illisible. « Vous vous êtes disputé avec elle la nuit de sa mort. Je ne l'ai pas tuée. Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait, mais vous devez admettre, monsieur, que vous avez beaucoup à gagner de sa mort et peu à perdre. » Édouard se hérissa. « Comment oses-tu » Mais Poirot était déjà en train de noter quelque chose dans son petit livre. Docteur Moreau entra avec un demi-sourire, paraissant tout à fait à l'aise. « Vous étudiez l'esprit, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. « Alors dis-moi, la culpabilité peut-elle se manifester en silence ?»« Bien sûr, » répondit le médecin, « mais l'innocence aussi. » Et la tromperie? Moreau se contenta de sourire. « Ça aussi. » Poirot le remercia et fit un signe de tête en direction de la porte. Quand Béatrice entra, elle ne perdit pas de temps. « Je sais ce que tu fais, » dit-elle sèchement. « Essayer de trouver de la culpabilité chez tout le monde. Ah, mais je ne cherche pas la culpabilité, » répondit sereinement Poirot. « Je cherche la vérité. Et la vérité, mademoiselle, laisse des empreintes, là où la culpabilité laisse des gants. » C'est lors d'une seconde visite dans la bibliothèque que Poirot commença à murmurer, tapotant le dos des livres avec le bout de sa canne. « Bizarre, Hastings, » dit-il doucement. « Vous souvenez-vous de ce que Sir Lionel a affirmé? Il a dit qu'Edward était avec M. Esquette ici dans la bibliothèque, juste après le dîner jusqu'au cri. » Répondis-je. Poirot hocha la tête. « Et pourtant, regarde. » Il désigna un espace vide sur l'étagère, un seul volume manquant. « Volume 2 des batailles navales de l'Empire, » dit-il. « C'était ici hier, je m'en souviens parce que Sir Lionel l'a cité. Tu penses que quelqu'un l'a pris? » Non, non, je pense que quelqu'un cachait il. Viens. Il m'a ramené à la loge d'Iris. Avec le plus grand soin, il s'agenouilla à nouveau près de la cheminée et ôta le carreau qui avait révélé la clé cachée. Cette fois, il y avait autre chose à l'intérieur. Un mince volume relié en cuir, le volume 2. « Mon Dieu, soufflai-je, ça vient de la bibliothèque. » En effet, et plus important encore, regarde. À l'intérieur de la couverture se trouvait un petit morceau de papier plié. Sur celui-ci, dans la main d'Iris, était écrit « S'il m'arrive quelque chose, trouve ça. » L'expression de Poirot était grave. Elle l'a caché, ce qui signifie qu'elle craignait que quelqu'un essaie de le cacher aux autres. Maintenant, Hastings, nous nous demandons, qui savait que ce livre avait disparu? Qui nécessaire, ça va disparaître? Édouard. Je me suis aventuré. Poirot sourit légèrement. Disons simplement, mon ami, que l'histoire racontée par M. Tréville de billard et de bavardage est aussi creuse que ce compartiment. Et sur ce, il glissa le billet dans sa poche. Le jeu, Hastings, ne consiste plus à savoir qui détestait Iris. Il s'agit de savoir qui elle craignait le plus. Cet après-midi-là, Poirot rendit une seconde visite à la chambre de Madeleine. La femme de chambre était sortie et s'occupait des draps, ce qui convenait très bien à Poirot.
Il commença par inspecter lentement son bureau, s'arrêtant uniquement devant une petite poubelle métallique cachée en dessous. Il me fit signe de le rapprocher, puis passa doucement au crible son contenu. « Voilà », dit-il enfin, récupérant un morceau de papier brûlé. Au début, je n'ai rien vu d'intéressant, mais alors que Poirot l'aplatissait, une image partielle émergeait. Un visage masculin, partiellement roussi, mais indubitablement pas Édouard Tréville. L'angle suggérait l'intimité, une photographie prise à bout portant. Le bras autour des épaules d'Iris était clair, tout comme son expression, souriante, détendue, confiante. « Cet homme, » murmura Poirot, « n'est pas son fiancé. » « Tu penses qu'elle avait une relation avec quelqu'un d'autre ?» J'ai demandé. « Où l'avait été ? Et elle voulait oublier. Peut-être qu'il ne l'a pas fait. » Il examina les bords de la photographie. « Ceci a été détruit récemment. Le papier est impeccable, pas gondolé par l'âge. » Nous nous tournâmes lorsque Madeleine rentra, s'arrêtant net lorsqu'elle aperçut la photo. « C'est privé, » dit-elle sèchement. Poirot haussa un sourcil. « Alors vous le reconnaissez ?» Elle n'a rien dit. « Qui est-il, mademoiselle ?» Elle déglutit difficilement. « Je ne connais pas son nom. Je l'ai trouvé dans son tiroir il y a des mois. Je l'ai brûlé parce que je pensais que cela pourrait causer des ennuis à M. Treville. »« Ou parce qu'il était revenu ?» demanda doucement Poirot. Ses lèvres tremblèrent, mais elle ne dit rien de plus. Poirot hocha la tête. « Vous êtes loyale, c'est clair. Mais parfois, mademoiselle, les secrets gardés dans la bonté ouvrent la voie à la tragédie. » Alors que nous partions, il a murmuré. « L'ombre dans le miroir, Hastings, elle a peut-être un nom, et nous sommes sur le point de la trouver. » Poirot faisait toujours de son mieux après une promenade. Cet après-midi-là, après avoir fait 2 fois le tour des jardins du domaine, il revint avec la moustache légèrement ébouriffée et une lueur dans les yeux. Une lueur que j'avais appris à associer à la découverte de quelque chose de décidément désagréable. Nous retournâmes au salon, où Sir Lionel dégustait un sherry. Poirot n'hésita pas. « Sir Lionel, » dit-il sèchement, « puis-je vous poser quelques questions concernant la succession ?» Le vieil homme soupira. « S'il le faut. » Poirot sortit un document plié de sa poche de poitrine. « Ceci, » dit-il en le posant sur la table, « est une copie de l'accord de fiducie de Lady Colville, plus précisément de la clause concernant votre rôle d'exécuteur testamentaire. » Sir Lionel se raidit. Si elle avait été déclarée mentalement inapte, le contrôle de ses affaires financières vous serait transféré, temporairement, bien sûr, dit doucement Poirot. Et si elle mourait célibataire et sans héritiers légaux? Le domaine me revient, dit sèchement Sir Lionel. Oui, c'est ainsi que tout a été structuré. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le document, c'est le père d'Iris qui l'a fait. Je l'ai simplement honoré. Poirot hocha lentement la tête. Donc, pour résumer, si Lady Iris avait été déclarée folle, ou si elle était décédée, vous seriez debout pour retrouver ce que vous aviez autrefois présumé être le vôtre. Sir Lionel se leva. « M'accusez-vous, monsieur ?»« Non, non, » répondit Poirot, avec un geste calme de la main. « Je souligne simplement l'alignement particulier de votre intérêt, à la fois sur son état mental et sur sa disparition malheureuse. Je n'apprécie pas cette implication. Je ne veux pas dire, Sir Lionel, j'observe, et ce que j'observe est ceci. Vous avez été le premier à la qualifier d'instable. Vous avez engagé le médecin. Vous avez insisté pour qu'elle soit surveillée de près. C'est un schéma curieux. » Les mains de Sir Lionel se crispèrent à ses côtés. « Iris perdait le contrôle, » a-t-il déclaré. « Je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour préserver le nom de famille. » Le regard de Poirot se rétrécit. « Parfois, monsieur, le nom se conserve,
mais l'honneur se perd. Il se détourna, laissant sœur Lionel regarder le sol, le visage rouge et les lèvres pincées. Alors que nous sortions, Poirot me murmura « Ce n'est pas un meurtrier, Hastings, mais il n'est pas innocent non plus. La cupidité obscurcit le jugement, même lorsque le poignard n'est pas dans la main. » Nous avions commencé à rassembler toute une collection de faits, de soupçons et de fragments de vérité. Mais Poirot avait l'instinct naturel d'examiner ce qui se passait, pas dit. Et cet après-midi-là, il tourna toute son attention vers Dr Félix Moreau. « Dites-moi, Hastings, dit-il autour du thé, que savons-nous de ce médecin? Français, un psychiatre, soi-disant un ami de la famille, récitai-je consciencieusement. Soi-disant, répéta Poirot. Mais exerce-t-il à Paris, Marseille, Toulouse? A-t-il publié? Où a-t-il un bureau? Je n'en ai aucune idée, admis-je. Poirot fouilla dans un tiroir et en sortit un télégramme. J'ai adressé une demande au Conseil médical français, a-t-il déclaré. Une enquête de routine et leur réponse est arrivée ce matin. Il ouvrit le message et me le tendit. Aucun dossier trouvé du docteur Félix Moreau, aucun permis délivré sous ce nom. Eh bien, dis-je en abaissant le papier, cela règle le problème, n'est-ce pas? Ah, dit Poirot, souriant de satisfaction. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons confronté le docteur Moreau au salon après le dîner. Il se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main, les yeux perçants. « Docteur Moreau, commença Poirot, pardonnez mon intrusion, mais je dois vous demander, où avez-vous étudié? Paris, répondit-il instantanément. Sorbonne. Intéressant. Et votre numéro de permis? Moreau cligna des yeux, puis rit. J'ai du mal à garder cela en mémoire, monsieur Poirot. Ah, et pourtant, le conseil médical se souvient personne de ton nom. Il y eut une pause, une très longue pause. Finalement, Moreau sourit, légèrement, mais toujours un sourire. Et quelle conclusion en tirez-vous? Poirot s'avança. Que vous n'êtes pas médecin, que vous êtes venu ici sous de faux prétextes, que vous avez falsifié une lettre d'invitation, et que vous n'étiez pas ici pour soigner Lady Colville, mais pour l'observer, ou peut-être pour la tourmenter. Moreau vida son cognac. Vous êtes très intelligent, monsieur Poirot. Non, monsieur, répondit froidement Poirot. Je suis simplement minutieux. Iris croyait aux fantômes, dit doucement Moreau. Elle était déjà à moitié brisée. J'ai simplement donné un petit coup de pouce à l'illusion. Je me levai, stupéfait. Alors tu l'admets? Pourquoi? Un faux nom? Peut-être, mais un meurtre? Non, non. Ce serait trop grossier pour moi. Les yeux de Poirot brillèrent. Oui, monsieur, trop grossier, et pourtant parfaitement calculé. Moreau s'inclina légèrement. Prouvez-le. Poirot se contenta de sourire. Oh, je le ferai, avec le temps. Il était tard dans la soirée lorsque Poirot demanda à nouveau Béatrice. Elle entra dans le bureau avec un regard méfiant. Moins sur la défensive cette fois, plus curieux, peut-être même un peu peur. « Vous croyez-vous encore soupçonné ?» demanda doucement Poirot. « Je ne sais pas, » a-t-elle répondu. « Vous semblez soupçonner tout le monde. »« C'est ça, mademoiselle, c'est la méthode. » Il fit un geste vers la chaise. « Racontez-moi encore votre soirée. Vous écriviez des lettres? »« Oui, à qui ?»« Mon avocat, pour commencer, et un ami dans le Sussex. » Poirot fouilla dans un dossier sur le bureau. « Votre femme de chambre le confirme. Elle a livré votre thé à 9h45. Elle est revenue à minuit pour récupérer le plateau vide. Vous avez trouvé encore en train d'écrire. » Béatrice hocha lentement la tête. « Et j'ai maintenant lu une des lettres. Votre avocat l'a aimablement transmise. Le contenu, l'horodatage, ils correspondent précisément à votre compte. » Elle parut surprise. « Alors,
Je ne suis pas un suspect. Non, dit doucement Poirot. Votre alibi tient. Mais je me demande, mademoiselle, lui en avez-vous tellement voulu que vous souhaitiez que quelqu'un d'autre fasse ce que vous ne feriez pas? Béatrice tressaillit. C'est une chose cruelle à demander. La cruauté n'est pas mon intention, mais la clarté, c'est essentiel. Elle se leva sans répondre et sortit. Hastings, dit Poirot après un moment. Elle n'a pas tué, mais elle détestait, et la haine, comme la fumée, persiste longtemps, après que le feu soit éteint. Ce soir-là, je retrouvai Poirot dans la loge de Lady Colville, debout devant le miroir brisé, comme s'il consultait un vieil adversaire. Le tissu que nous avions utilisé pour recouvrir le verre fissuré avait été retiré. Une seule bougie brûlait sur la coiffeuse, sa flamme vacillante se reflétait en dizaines de fragments déformés. L'effet était obsédant. « Tu es attiré par cette pièce comme un papillon de nuit par la flamme ?» dis-je d'un ton léger, essayant de percer l'obscurité. Poirot ne bougea pas. « Ne voyez-vous pas, Hastings ?» murmura-t-il. « Cette salle, c'est le cœur de tout, le théâtre, la scène. » La scène. Il se tourna, les yeux brillants. « Mais oui, le crime ce n'était pas seulement un crime de violence, mon ami. C'était une mise en scène, une performance. Et le miroir, ah, c'était à la fois le rideau et le projecteur. » Je les regardai fixement. « Vous êtes perdu, Hastings, » dit-il avec une fausse pitié. « Laissez-moi vous expliquer, mais pas trop, hein? Car bientôt il faudra que le rideau se lève à nouveau. » Il désigna le miroir fracturé. « Considérez, qu'est-ce qu'un miroir? Il nous montre la vérité, oui, mais aussi, il nous montre ce que nous voulons voir, ou ce que nous craignons de voir, ou ce que quelqu'un veut que nous voyions. » ai-je ajouté, soudain frappé. « Très bien, » dit Poirot, hochant la tête d'un air approbateur. « Vous commencez à penser avec les petites cellules grises. » Il commença à faire les 100 pas lentement. Lady Colville a vu un homme, toujours le même, silencieux, observant. Elle avait peur de la folie, parce que tout le monde lui disait que la folie coulait dans son sang. « Mais ce n'était pas de la folie, » dis-je. « Non, c'était de la mémoire, c'était de la culpabilité, c'était de la reconnaissance. » Il s'arrêta devant le foyer. Elle avait autrefois aimé quelqu'un, et elle a trahi cet amour. Pourquoi? Pour la respectabilité, pour l'héritage, quelle que soit la raison, il suffisait qu'elle enterre le passé. Et c'est revenu. Poirot se tourna de nouveau vers le miroir. Mais le miroir, il n'oublie pas, Hastings, il reflète ce qui est enfoui sous la surface. Et que faire, toi voir? Il eut un léger sourire. Je vois un meurtrier qui a joué un très long jeu. Celui qui a utilisé l'illusion non seulement pour effrayer, mais aussi pour tuer. Il s'approcha de la vitre et murmura. « Mais tu as oublié, mon ami, que cela reflète aussi révélé. » Le lendemain matin, l'air était frais et calme, étrangement lourd, comme si même la nature retenait son souffle. Poirot a demandé que toute la maison soit rassemblée ce soir-là dans la grande salle de bal. « Dans quel but ?» J'ai demandé, plus d'une fois. Il a simplement répondu. « L'acte final, Hastings. Le spectacle doit avoir son public. » Je l'ai regardé se déplacer dans la maison avec cette sérénité particulière, qui signifiait que son esprit s'emballait. Il ne lança plus d'accusations, ne posa plus de questions. Il a simplement observé l'angle d'une chaise, la tache sur une poignée de porte, la distance entre un portrait et le sol. Tout cela, j'en étais sûr, avait un sens pour lui, et aucun pour moi. À un moment donné, je l'ai suivi alors qu'il se tenait à nouveau dans le couloir devant la loge d'Iris. « Il fallait que ce soit ici, » dit-il doucement. Pas seulement à cause du miroir, mais à cause de ce que le miroir représentait pour elle. Regret, peur, trahison. Et au tueur,
j'ai demandé. Poirot se tourna vers moi, les yeux brillants. Contrôle, manipulation. Le miroir n'était pas seulement symbolique, c'était un moyen de suggestion. L'arme n'était pas la lame, Hastings, c'était terreur. Il inspira profondément et redressa ses poignets. Et maintenant, nous révélons l'astuce. La mauvaise direction est totale. Le public a le souffle coupé, il a douté, il a mal deviné. Il avait l'air content. Et maintenant, ils vont apprendre la vérité. Une vérité à laquelle ils ne s'attenderont pas, mais qu'avec le recul, ils trouveront tout à fait logique. Tu es sûr? Mon ami, je n'ai jamais été aussi sûr. Et le tueur sera démasqué non pas par des preuves, a déclaré Poirot, mais par un motif, par la psychologie et par une dernière révélation. Il fit une pause. Ce soir, le miroir se brisera à nouveau, mais cette fois, il nous montrera tout. La salle de bal du Wyndham Hall était une pièce destinée à l'élégance. Ses hauts plafonds, ses lustres décolorés et ses hautes portes-fenêtres témoignaient d'une époque où la grâce et la richesse allaient de pair. Mais cette nuit-là, sous ses moulures opulentes et ses draperies voilées de poussière, elle était devenue un théâtre de justice. Les chaises avaient été disposées en demi-cercle. Une seule table, au centre de la pièce, se dressait comme un banc de juge. Sur celui-ci reposait un dossier de documents, une petite clé en laiton et, plus frappant encore, la photographie partiellement brûlée que nous avions récupérée dans la poubelle de Madeleine. J'ai remarqué qu'il avait été pressé à plat et placé dans un cadre en verre, comme si Poirot avait l'intention de le servir de pièce à conviction dans une salle d'audience. Sir Lionel entra le premier, raide et méfiant. Béatrice la suivit, les bras croisés et l'expression illisible. Édouard Treville arriva peu après, sans rien dire en prenant place. Madeleine apparut les yeux baissés, sa douceur habituelle amplifiée dans le silence dur. Finalement, le docteur Moreau entra, hochant poliment la tête, comme s'il était convoqué pour un tour de pont, plutôt que pour une enquête sur un meurtre. Poirot se tenait près de la cheminée, parfaitement en équilibre dans son costume gris, sa moustache resplendissante et ses yeux plus brillants que je n'en avais vus depuis des jours. « Messieurs, mesdames, commença-t-il, merci de votre présence. J'en regrette la nécessité. Mais un crime a été commis, et la vérité, elle réclame une scène. » Il marchait lentement. Nous sommes réunis ici non pas pour spéculer, mais pour révéler. Ce soir, je vais vous présenter une série de faits, des faits qui peuvent paraître, en eux-mêmes, sans conséquence, mais ensemble, ah, ils chantent. J'ai regardé autour de moi, des froncements de sourcils inquiets, bras croisés, une ou deux expirations audibles. Poirot leva la main. « Laissez-moi être clair. Il ne s'agit pas d'une séance ni d'une séance surnaturelle. Lady Colville n'est pas morte de ses propres mains, ni par folie. Elle est morte par conception. » Il fit une pause, laissant les mots s'installer. « Et maintenant, mes amis, commençons. » Poirot commença son lent circuit, autour du groupe, comme un chef d'orchestre préparant son orchestre pour un crescendo. « Commençons, » dit-il, par la question que tout le monde s'est posée. Opportunité. Il fit signe à Sir Lionel. « Vous, monsieur, prétendez avoir été toute la soirée à la bibliothèque. Vous citez même le tome 2 de bataille navale de l'Empire. Et pourtant, il leva un doigt. Ce même volume a été retrouvé caché dans la loge de Lady Colville. Pourquoi ?» Sir Lionel bougea sur son siège. Peut-être qu'elle l'a emprunté. À votre insu, sans le rendre, et par hasard, le livre utilisé pour étayer votre alibi disparaît de l'étagère la nuit de son meurtre. Poirot secoua la tête. Non, monsieur. La vérité, c'est que vous n'êtes pas resté toute la soirée à la bibliothèque.
et vous n'avez pas remarqué que le livre avait disparu, parce que vous ne l'avez jamais ouvert cette nuit-là. Sir Lionel ouvrit la bouche, puis la referma. Poirot se tourna vers Édouard Treville. « Vous, monsieur, avez prétendu jouer au billard avec monsieur Esquette. Pourtant, la craie du billard ne présente aucune nouvelle marque. Les billes blanches étaient intactes. Monsieur Esquette admet qu'il était seul à 10h15. La mâchoire d'Edward se serra. Poirot poursuivit. « On vous a vu en train de vous disputer avec Lady Colville. Une femme de chambre l'a entendu. Vous l'avez menacée. Vous avez dit qu'elle était hystérique. »« Je ne l'ai pas tuée, » rétorqua Edward. « Non, » dit doucement Poirot. « Mais tu faisais partie de la pression, du poids émotionnel qui pesait sur elle au cours de ces derniers jours. » Il se tourna ensuite vers Madeleine. « Votre loyauté n'est pas en question. Mais vous avez détruit des preuves. La photographie, n'est-ce pas ?» Madeleine hocha la tête en larmes. « Je voulais la protéger de son passé. » Poirot hocha la tête avec sympathie. « Et ce faisant, vous avez presque protégé son assassin. » Puis, d'un pivot vif, il fit face à Béatrice. « Mademoiselle, votre alibi est sûr, mais vous détestiez Lady Colville, profondément, vivement. »« Je n'ai jamais nié cela, » dit froidement Béatrice. « Non. Et votre haine a donné aux autres une justification. Vous avez fourni un motif, même si ce n'est pas les moyens. » Il parcourut la pièce du regard. « Chacun de vous a apporté un fil, mais une seule personne a tissé la tapisserie. » Et sur ce, Poirot s'avança vers le docteur Moreau. « Ce qui nous amène finalement à toi, monsieur le docteur. » Poirot s'arrêta devant Béatrice, son expression illisible. « Vous avez, mademoiselle, l'un des motifs les plus puissants parmi ceux qui sont présents. » Béatrice leva le menton d'un air de défi. Elle apprit ce qui était à moi. « En effet, » dit Poirot en joignant les mains, « le domaine, l'attention, même l'héritage qui autrefois, vous croyiez, vous appartiendrait. » « J'aurais été une meilleure maîtresse de Wyndham Hall, » dit-elle avec amertume. « Je n'aurais pas vu de fantôme dans le miroir. » Poirot incline la tête. « Oui, ce mépris, il coule de chacun de tes mots. Et pourtant... » Il se tourna lentement, s'adressant à la pièce. « Mademoiselle Lawson a un alibi qui tient. Il avait été corroboré par la femme de chambre, ses lettres, horodatées, ses propos, cohérent, son comportement, quoique amer, et logique. » Il se tourna vers Béatrice. « Vous l'avez détestée, oui, mais la haine ne fait pas un meurtrier, elle fait simplement un témoin d'une opportunité. » Béatrice ne dit rien, les yeux rivés sur le sol. Continua Poirot. « Vous souhaitiez qu'elle soit ruinée, pas morte, et pourtant, votre ressentiment a créé une atmosphère de méfiance. Une de nos assassins manipulée avec précision. » Béatrice eut un rire doux et creux. « Alors je suppose que je suis coupable par émotion. » Poirot s'inclina brièvement. « Comme nous le sommes tous parfois. » Il s'est alors tourné vers moi, comme s'il fermait un dossier dans son esprit. Elle a fourni l'obscurité dans laquelle quelqu'un d'autre a caché le poignard. Et sur ce, il revint sur le devant de la scène, son regard, désormais, fermement fixé sur l'homme qui n'avait pas bronché une seule fois. Docteur Moreau. Poirot se tourna très lentement vers Édouard Treville. « Monsieur, » dit-il d'une voix douce mais coupante, « vous avez été très prudent dans vos réponses, polies, respectueuses, mais elles manquent, comment dire, la chaleur de l'amour. » La mâchoire d'Edward se tendit. « Je tenais à Iris. » « Soigné, oui, mais l'amour, monsieur, cela, je ne le vois pas. » Édouard ne dit rien. Poirot s'approcha. « Vous étiez fiancé à une femme qui, selon vous, était instable. Vous avez écarté ses peurs. Vous l'avez traitée de d'hystérique lorsqu'elle a demandé de l'aide. Elle imaginait des choses,
marmonna Edward. L'était-elle? Poirot haussa un sourcil. Ou essayait-elle d'avouer quelque chose qu'elle ne pouvait pas se résoudre à nommer? Il posa délicatement la photo encadrée sur la table. « Ceci, dit-il, a été brûlé par Madeleine. Mais je crois que vous connaissiez son existence et sa signification. » Edward le regarda sans le reconnaître. Elle avait un passé, monsieur. Un homme qu'elle a aimé autrefois, peut-être plus qu'elle ne vous a jamais aimé. Le sang-froid d'Edward s'est finalement brisé. Elle m'a trahi avant même notre mariage. Elle allait se marier moi, et pourtant, elle s'accrochait toujours à un fantôme d'avant. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Ah !» dit-il doucement. « Et voilà, la jalousie, l'orgueil blessé. J'avais tous les droits. » « Vous aviez tous les motifs, » approuva Poirot, « mais pas l'esprit de meurtre. Vos mensonges étaient maladroits, vos actions réactives. Non, monsieur Tréville, vous n'êtes pas le tueur. Vous êtes simplement un homme qui a pris la possession pour de l'affection. » Edward s'affala légèrement sur sa chaise. « Et cela, » a ajouté Poirot, « a fait de vous la distraction parfaite, un hareng rouge, planté non pas à dessein, mais par votre propre ego. » Sir Lionel était assis bien droit, comme s'il essayait d'évacuer la sueur qui se formait sur sa tempe. Poirot l'a approché en dernier, parmi les suspects non encore nommés. « Sir Lionel, dit-il sèchement, vous nous avez dit que vos actions avaient été prises par souci pour Lady Colville, que vous avez convoqué un médecin, que vous avez tenté de rétablir l'ordre. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, a-t-il répondu. Et pourtant, dit Poirot en déposant un document plié, votre correspondance avec votre avocat révèle quelque chose d'assez troublant. Sir Lionel ne l'a pas atteint. Vous avez lu mes lettres privées? Mais oui, monsieur. With permission, I might add. La voix de Poirot s'adoucit, mais pas ses paroles. Vous enquêtiez sur les termes de la confiance de Lady Colville. Vous vous prépariez, au cas où elle serait jugée inapte, à demander une tutelle financière. Ce n'est pas l'action d'un oncle en deuil, mais une action calculatrice. Sir Lionel se pencha en avant, la voix froide. Je protégeais le domaine. Vous protégiez votre intérêt dans le domaine. Poirot marchait lentement derrière lui. Et je suppose que lorsque vous avez entendu parler de ces visions, de ces hallucinations, vous avez vu une opportunité, le mélange parfait de honte familiale et de cause juridique, mais ensuite, elle a demandé de l'aide, pas auprès de vous, pas auprès d'un médecin que vous avez approuvé, mais auprès de moi. La voix de Poirot était désormais plus aiguë. Cela a tout gâché. Et alors, peut-être avez-vous envisagé d'accélérer les choses. Sir Lionel se leva brusquement. Maintenant, voyez, ici. Poirot leva la main. Mais non, monsieur, vous n'êtes pas un homme d'action. Vous êtes un homme qui attend que les choses vous tombent dessus. Vous l'avez poussé vers l'instabilité. Mais quand le meurtre a eu lieu, vous avez été aussi choqué que n'importe qui. Le ton de Poirot s'adoucit à nouveau. Vous êtes un homme au projet discret, pas mortel. Votre culpabilité est réelle, mais c'est une culpabilité d'apathie, pas de sang. Sir Lionel s'assit lentement, et Poirot d'ajouter, avec un léger haussement d'épaule. Vous êtes le genre d'homme qui regarde le train approcher et se demande seulement plus tard pourquoi il n'a pas appelé. Poirot se tourna enfin vers la silhouette assise la plus proche de la porte. Madeleine Gray, les épaules voûtées, les yeux fixés sur le sol. « Madeleine, dit-il avec une douceur inhabituelle, tu l'aimais, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas répondu. Vous n'étiez pas simplement une servante, vous étiez sa confidente, son protecteur. « J'ai essayé de l'être, » murmura-t-elle. « Vous avez brûlé la photo, » a déclaré Poirot. Pas pour cacher un crime, mais pour cacher sa vulnérabilité, pour la protéger du passé.
Elle était enfin heureuse, murmura Madeleine. Ou essayait de l'être. Cette photo, elle lui rappelait quelque chose de sombre, quelque chose dont elle n'avait jamais parlé. Poirot fit un petit signe de tête. Et quand les visions ont commencé, quand elle vous a parlé de l'homme dans le miroir, vous l'avez cru. Je n'étais pas sûr au début, a-t-elle admis. Mais ensuite j'ai vu à quel point elle avait peur, et j'ai su qu'elle n'inventait pas. Poirot s'approcha. Vous aviez peur pour elle, et vous êtes resté silencieux parce que vous pensiez que cela passerait. Mais quand ce n'est pas le cas, vous avez fait la chose la plus courageuse que vous pouviez. Vous avez demandé de l'aide, tranquillement, discrètement. Il fit une pause. Vous n'étiez pas complice du crime, mademoiselle. Vous étiez la seule à avoir vraiment essayé de la sauver. Une larme coula sur sa joue. Poirot se tourna vers les autres. « Elle est innocente, dit-il simplement. Et plus encore, elle est la seule dans cette pièce à avoir agi par amour. » La pièce était devenue silencieuse. Poirot se tourna finalement vers l'homme qui avait le moins parlé, docteur Félix Moreau, assis sur la chaise la plus éloignée, les jambes croisées, les bras détendus, comme si le drame qui se joue devant lui n'était qu'une pièce d'amateur. Mais les yeux de Poirot étaient fixes, comme une lentille qui se verrouille. « Docteur Moreau, dit-il lentement, vous avez été patient, observateur, donc très silencieux. » Moreau incline la tête. « Dans mon métier, le silence révèle souvent plus que la parole. »« Ah !» Poirot sourit légèrement. « Mais le silence peut aussi servir de camouflage. » Il s'approche. « Vous êtes arrivé avec de faux papiers. Vous n'avez jamais été convoqué par Sir Lionel. Vous n'avez présenté aucun document professionnel. Et l'Ordre des médecins français n'a jamais entendu parler de vous. » Moreau ne dit rien. Son expression était neutre. Vous avez évolué parmi nous avec la confiance d'un homme qui contrôle son environnement. Vous avez joué le rôle d'un observateur serviable, mais vous avez semé le doute sur l'état mental de Lady Colville. Vous avez renforcé l'idée qu'elle était instable. Poirot fit un pas en avant. Vous n'avez pas traité son. Toi étudié son, je l'ai manipulé. Pourtant, aucune réaction. Les autres regardaient, rigides d'impatience. « Mais qui es-tu vraiment ?» demanda Poirot. Il y eut un scintillement, à peine perceptible. Poirot sourit. « Ah, voilà, enfin, une ondulation dans le masque. » Il désigna la photo sur la table. Elle a aimé autrefois un homme qui a disparu dans un accident de bateau, une tragédie. Mais le corps n'a jamais été retrouvé. Son nom, cela, elle ne l'a jamais partagé. Mais son affronté. Il tapota le cadre en verre. Cette photographie, partiellement brûlée, a survécu juste assez pour montrer un fragment de l'homme que craignait Iris, l'homme qui est apparu dans son miroir. Il se tourna vers Moreau. « Tu n'as pas seulement trompé Iris, tu es devenu son fantôme ?» La couleur du visage de Moreau commença à changer. Poirot croisa les mains derrière le dos. « Vous n'êtes pas médecin, monsieur. Vous êtes un fantôme revenu du passé, avec une vengeance dans le cœur. » Il y eut une inspiration collective. Même Hastings, à côté de moi, se pencha légèrement en avant, les yeux écarquillés. La voix de Poirot s'adoucit. « L'homme dans le miroir, on ne l'a pas imaginé. On s'est souvenu de lui. » Il se tourna vers les autres. Iris Colville s'est enfuie une fois. Un scandale. Elle est rentrée chez elle des semaines plus tard, calme et silencieuse. Sa famille a étouffé l'affaire. L'homme, présumé noyé, aurait été perdu dans un accident de bateau. Une histoire commode. Personne n'a jamais remis en question. Poirot fit à nouveau face à Moreau. « Mais vous, monsieur, n'êtes pas mort. Vous avez disparu. Et en disparaissant, vous avez commencé votre transformation.
Il faisait maintenant les 100 pas, les mains derrière le dos. Vous avez étudié l'esprit humain, la psychologie, la suggestion hypnotique. Vous avez appris à planter des idées sans mots. Vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un de respectable, quelqu'un parfaitement placé pour réintégrer sa vie le moment venu. Poirot s'arrêta et se tapota la tempe. Mais elle le savait, pas consciemment. Mais quelque chose en elle, dans le cœur peut-être, je t'ai reconnu. Le miroir ne montrait aucun étranger. Cela montrait un homme qu'elle avait autrefois aimé et qu'elle avait trahi. Les mains de Moreau se contractèrent sur ses genoux. Vous avez conçu ces visions, n'est-ce pas? Vous avez chronométré vos apparitions. Vous avez utilisé des suggestions, des positionnements, peut-être même de légères ruses, rien d'extraordinaire, seulement ce que son état fragile le permettait. Vous avez transformé sa peur en obsession. Vous avez utilisé sa mémoire comme une arme. La voix de Poirot s'éleva légèrement, dramatique à présent. Et puis, quand elle était affaiblie, isolée, désespérée, vous frappiez. Mais pas avec du poison, ni avec un pistolet. Non, monsieur, ce serait trop simple. Il désigna le miroir brisé. Vous avez utilisé sa croyance. Vous avez utilisé le symbole de sa peur. Vous l'avez tué dans la pièce où sa peur avait pris racine. Et pour tous les autres, cela est apparu comme de la folie. Poirot se tourna vers les invités, stupéfait. Ce n'était pas de la folie, c'était meurtre par illusion. Il fit de nouveau face à Moreau. Vous ne l'avez pas poignardé une seule fois, vous l'avez poignardé semaines, avec suggestion, avec des manipulations, et enfin, avec l'acier. Une pause tendue emplit la pièce. Puis, doucement, Poirot ajouta. Elle vous a vu, dans le miroir, non pas en tant que docteur Moreau, mais en tant qu'homme qu'elle ne pouvait pas oublier. Et puis Poirot a livré le rebondissement final, précis, calculé et dévastateur. Vous voyez, monsieur, dit-il en se rapprochant, ce n'est pas le miroir qui vous a trahi, ni la photographie. Moreau haussa un sourcil, même s'il était désormais visiblement moins posé. C'était votre voix, a déclaré Poirot. Il fit signe à Hastings. Mon ami ici présent n'est pas toujours observateur, mais même lui a remarqué que ton accent était étrange. Moreau ne dit rien. Pas parisien, a poursuivi Poirot. Trop rond, trop texturé. Je l'ai placé seulement ce matin, Marseille. Il se retourna vers la table et souleva la photo roussie. Cela aussi a scellé votre destin. Il n'a pas été entièrement détruit. La pommette, le collier, même le léger contour de la bague qu'il portait à la main droite, tout cela est encore visible. Et Madeleine l'a confirmé. C'était l'homme qu'Iris avait autrefois aimé. Poirot s'avança une dernière fois. Tu es devenu le fantôme qu'elle craignait. Tu n'es pas revenu de la mort, mais du passé, forgé dans l'amertume et renaissant sous forme de vengeance. Il inspira. Mais vous avez oublié, monsieur. Les miroirs reflètent la vérité, pas une illusion. Et à la fin, il l'a pointé directement du doigt. Vous étiez le meurtrier dans le miroir, n'est-ce pas? Moreau se leva, tremblant. Puis, pour la première fois, il parla. Elle m'a quitté. Elle a dit qu'elle se battrait pour nous. Puis elle est partie. Le regard de Poirot ne faiblit pas. Et donc, vous vous êtes battu pour vous-même, avec cruauté, avec calcul, avec meurtre. Il recula. Et maintenant, justice, ce sera son tour. C'était une chose curieuse de voir un homme se défaire, non pas avec rage, mais avec retenue. Le docteur Moreau, si on pouvait encore l'appeler ainsi, se tenait silencieux au centre de la salle de bal, comme suspendu entre des identités. Autour de lui, les autres invités restaient figés, trop abasourdis pour parler, leurs expressions mêlées de crainte et d'incrédulité. Puis, avec une soudaineté surprenante, il bougea.
Il n'a fait aucune explosion dramatique, aucun aveu. Il se tourna simplement, marcha d'un pas vif jusqu'aux portes les plus éloignées de la salle de bal, et entra sans un mot. J'essayai de me lever, mais Poirot resta assis, pliant calmement ses gants. « Poirot, il s'enfuit !» m'écriai-je. « Non, mon ami, » dit Poirot en ajustant ses poignets. « Il suit simplement le chemin que je lui ai préparé. » Nous nous sommes dépêchés de suivre le grand couloir, passant devant les colonnes et les portraits d'ancêtres. Au moment où nous atteignions les marches de Wyndham Hall, Moreau avait traversé l'allée de gravier et atteint les portes en fer à la limite du domaine. Mais juste au moment où sa main touchait le loquet. « Police !» fit une voix au-delà de la porte. 3 silhouettes s'avancèrent des arbres, leurs manteaux luisants de rosée, leurs matraques prêtes. L'inspecteur en chef, Jarvis, émergea, calme et posé. Félix Moreau, également connu sous le nom de Paul Delange, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Lady Iris Colville. Les épaules de Moreau s'affaissèrent. Pendant un bref instant, il parut presque soulagé. Poirot me rejoignit en haut des marches. « Vous voyez, Hastings, » murmura-t-il, « quand on crée une illusion, il faut se préparer à ce qu'elle disparaisse. » L'ancien médecin a été emmené en silence. Et enfin, les couloirs de Wyndham s'agrandissaient de nouveau. Plus tard, dans la soirée, après que les autres se soient retirés ou se soient retirés dans un silence stupéfait, Poirot et moi sommes retournés une fois de plus au vestiaire, l'endroit où tout avait commencé. Le miroir, bien que fissuré et recouvert de tissu, dominait toujours la pièce comme un œil attentif. Je me tenais maladroitement, près de la chaise, où Iris était autrefois assise. « Tu penses vraiment qu'elle savait que c'était lui ?» J'ai demandé. Ou était-ce juste une horrible coïncidence? Son esprit lui jouait des tours. Poirot ne répondit pas au début. Il fit lentement le tour de la pièce, les doigts derrière le dos, le regard baissé. « Lady Colville, dit-il enfin, n'était pas folle, mais elle était hantée. De mémoire, par reconnaissance. » Il s'approcha du miroir et ôta doucement le tissu. La surface brisée brillait à la lueur des bougies. Elle ne craignait pas le miroir lui-même, poursuivit Poirot, mais ce qu'elle scie dedans. Le cerveau, Hastings, est intelligent, mais le cœur, c'est intuitif, subtil. Elle n'a pas savoir qui était cet homme, pas consciemment, mais une partie d'elle s'en souvenait. Une voix, un coup d'œil, l'angle de la mâchoire. Elle ne pouvait pas le nommer, mais elle le sentait. Il tapota légèrement le verre avec un doigt. Et c'est pour ça, mon ami, qu'elle avait peur. Non pas parce qu'elle pensait qu'elle perdait la tête, mais parce que quelque chose au plus profond d'elle-même lui murmurait qu'elle était en train de perdre la tête. N'était pas. Je me suis regardé dans le miroir, m'attendant à moitié à voir quelque chose qui me regardait. Mais tout ce que je voyais, c'était nous. Poirot avec son équilibre immaculé, et moi-même, fronçant les sourcils comme d'habitude. Elle l'a reconnu, murmurai-je. Poirot fit un petit signe de tête. De la seule manière dont le cœur le sait, par la peur. Et pourtant elle n'a rien dit. Elle a tout dit, corrigea Poirot. En fragments, en hésitation, dans cette note finale. Il regarda vers le sol, où se trouvait autrefois le message. Il est venu à travers le miroir. Le lendemain matin, l'aube était fraîche et claire, comme si la nature elle-même avait respiré longuement après la tempête. Poirot et moi étions dans le jardin, surplombant les haies grises et sculptées de Wyndham Hall. Quelque part au loin, un agent escortait un témoin jusqu'à la porte. L'affaire a été classée, et pourtant, je ne ressentais aucun triomphe. Elle ne méritait pas cette fin, dis-je à voix haute, hantée, seule,
peur de quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Poirot cueillit une petite branche de romarin dans un buisson voisin et la tourna entre ses doigts. « Non, dit-il doucement, elle ne l'a pas fait. » Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas dit directement? Pourquoi n'a-t-elle pas crié son nom au moment où elle l'a reconnu? Poirot sourit tristement. Parce que mon ami, l'esprit est fier. Il inventera 100 explications avant d'admettre que le cœur a vu la vérité. Je n'ai rien dit pendant un moment. Et tu crois le cœur a fait savoir? Poirot hocha la tête. C'est comme une alarme silencieuse. Elle ne crie pas. Elle bourdonne. Un inconfort, une hésitation, un serrement dans la poitrine. L'instinct d'Iris Colville lui disait qu'elle n'était pas en sécurité. Mais la logique lui a fait défaut. On lui avait appris à se fier aux apparences. Et lui, notre tueur, portait un masque très convaincant. Il laissa tomber le romarin dans la brise. Au moment où son esprit a commencé à écouter le cœur, il était trop tard. Nous sommes retournés vers le manoir. Et maintenant, j'ai demandé. Poirot ajusta ses poignets et fit un léger sourire. Maintenant, nous laissons Scotland Yard faire la une des journaux et nous prenons le petit déjeuner. Après tout ça, oui, Hastings, même le cœur doit manger. Nous avons quitté Wyndham Hall sous un ciel d'or pâle, la brume d'automne commençant à se dissiper, alors que nos sacs étaient chargés dans l'automobile qui nous attendait. La maison, qui se dressait derrière nous avec ses murs recouverts de lierre et ses fenêtres fissurées, semblait désormais creuse, vidée de ses secrets, mais pas de son chagrin. Poirot s'installa confortablement sur la banquette, arrière, enlevant ses gants avec précaution. Wyndham Hall, pensa-t-il, est comme la scène après le chute du rideau. Les acteurs s'en vont, les projecteurs s'éteignent, mais la poussière, elle reste. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. Je ne regarderai plus jamais un miroir de la même manière. Poirot hocha solennellement la tête. Ah, oui, le miroir. Un objet des plus dangereux, Hastings. Il flatte, il trompe, il cache des vérités derrière ce qui est familier. Un homme moindre aurait pu lui faire confiance. Il ajusta son chapeau, puis ajouta avec brio. À partir de ce jour, je n'accrocherai plus que des tableaux dans ma loge, peut-être un paysage marin. Quelque chose d'honnête, l'eau ne peut pas mentir. J'ai ri malgré moi. Vous pensez que cela résout le problème, n'est-ce pas? Poirot se tapota la tempe. Ce n'est pas le verre qui ment, mon ami. C'est ce que l'esprit lui apporte. Mais s'il faut se raser, mieux vaut le faire devant un monnaie que devant un fantôme. Alors que l'automobile s'éloignait du domaine, Poirot regarda une dernière fois par la fenêtre. « Une maison d'illusion », dit-il doucement. Mais même la plus grande illusion, Hastings, s'effondre lorsque le public finit par voir. 3 jours après notre retour à Londres, une lettre arriva. Je l'ai trouvée sur la table du hall, envoyée du Savoy. L'écriture sur l'enveloppe était élégante et inclinée, un style que j'ai immédiatement reconnu. Iris Colville. Je l'ouvris avec les doigts tremblants. Au capitaine Hastings, si cela vous parvient, je vous prie de ne le partager avec personne d'autre que M. Poirot. J'ai peur, tu vois. Pas de folie, même si ce serait plus facile, mais de mémoire. Je crois que le passé vient pour moi. J'ai vu un visage dont j'avais juré qu'il était perdu. Il n'a pas le même aspect, mais quelque chose en moi le sait. Si je me trompe, je brûlerai cette lettre et vous ne la lirez jamais. Mais si j'ai raison, et que je ne survis pas, alors sachez que je ne l'ai jamais vraiment oublié. Si je meurs, ce sera par la main de l'homme que j'ai aimé autrefois. Et c'est peut-être cela, la justice. Ici, je suis resté longtemps, assis avec la lettre, les mots me brûlant comme une flamme froide. Quand je l'ai finalement remis à Poirot, il l'a lu en silence. Aucun changement d'expression, pas de sourire triomphant.
seulement une longue et lente expiration. Elle savait, dit-il doucement, pas avec son esprit, mais avec son âme. Et pourtant, elle l'a laissé faire. Non, répondit Poirot en pliant soigneusement la lettre. Elle a appelé à l'aide de la seule manière qu'elle savait, avec peur, avec des chuchotements, avec des miroirs. Il plaça la lettre dans sa poche intérieure. La tragédie, Hastings, n'est pas qu'elle l'ait vue venir, c'est que personne d'autre ne l'a cru. Et dans le calme qui a suivi, j'ai pensé à ces derniers mots. Peut-être que c'est ça la justice. Et je ne savais pas si elle parlait du sien ou du sien. Comme le cas de Le meurtrier dans le miroir touche à sa fin, nous nous rappelons que les tromperies les plus dangereuses ne sont pas celles que nous racontons aux autres, mais celles que nous nous racontons à nous-mêmes. Ce n'est pas le couteau ni l'alibi qui ont révélé la vérité, mais le souvenir, la peur et le tremblement caché du cœur. Pour Hercule Poirot, les petites cellules grises ne reposaient pas sur des empreintes digitales ou des empreintes de pas, mais sur la nature humaine. Le miroir peut déformer la surface, mais pour Poirot, il reflète toujours l'âme en dessous, et à la fin, la vérité, comme un reflet, ne peut pas être cachée pour toujours. Hastings jeta un nouveau coup d'œil au verre fissuré et secoua la tête. « Eh bien, Poirot, je suppose que la prochaine fois que nous rencontrerons un miroir hanté, j'insisterai pour que nous apportions une loupe au lieu d'un crucifix. » Poirot haussa un sourcil. « Ou mieux encore, mon ami, amène-moi. Que faire, toi? Vous pensez que c'est le plus gros indice qui a révélé le vrai meurtrier? Était-ce le miroir, l'accent ou autre chose? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de partager et s'abonner. Votre soutien nous aide à donner vie à des cas plus brillants du monde d'Agatha Christie. De nouveaux romans policiers passionnants arrivent chaque semaine. Restez à l'écoute et gardez vos petites cellules grises nettes.